et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! En direct de Rimouski, on est avec Marie-Ève Albert. Beaucoup de choses à dire. Marie-Ève, question quiz pour toi. Peux-tu me nommer une boxeuse qui jouait au basketball? Là, à 21 ans, elle s'est brisé le genou. Donc, elle ne peut plus jouer au basketball. Elle se fait opérer 3 fois. Elle écoute le film Million Dollar Baby au cinéparc. Elle décide d'essayer la boxe. Elle est diplômée de l'UQAM en kinésiologie. Elle est aussi entraîneur de boxe. Elle aime voyager. Et sa citation préférée est « Tu penses que l'entraînement est difficile? Essaye la défaite. Ça m'agane encore plus. » Et indice aussi, elle a toujours les mêmes shorts à chaque combat. Puis son surnom, c'est Sab. Je pense que tu as le chandail qui... Tu sais, flash-le donc, ton chandail. Ta réponse est sur le chandail. C'est ça. Non, mais là, j'ai perdu du poids. Là. Je rentre dans tous mes chandails de boxe féminine. J'ai ressorti mon Marie-Ève Dicker. J'ai 2 chandails de Marie-Pierre Route. Je suis habillé 100% boxe féminine. Tout le temps. Là, Laurent, je vais te faire recule des fois dans ce podcast-là. Je ne peux pas reculer parce que mon setup pourrait tomber. C'est ça, tu as un setup assez brancal. L'important, c'est mes bancal. Marie-Ève, on a été servi en boxe. Je veux dire, moi, j'ai trouvé ça niaiseux, le combat de Jake Paul qui courait pour éviter Joshua jusqu'à temps qu'il se fatigue. Mais il y a une affaire que je voulais te dire, puis je sais que tu vas en parler. Les 2 combats féminins en sous-carte étaient exceptionnels dans gratuité sur YouTube. On va en parler tantôt. Tous les combats, il y en avait 4, Laurent, pas 2, 4 combats féminins. Dans sous-carte? Oui, 4. Il y en avait 4? 4! Oh, moi, j'en ai vu 2, je pense. Toi, tu as vu Leila? J'ai vu, non, mais je te parle de la sous-carte sur YouTube gratuite. Là, j'ai vu 3 combats féminins. 3. OK, mais ça, j'en ai manqué un. Genre. Mais on en parlera plus tard. Mais oui. Vas-y, c'est quoi? C'est le plus gros sujet cette semaine. Mais ce mois-ci, j'imagine que ton plus gros sujet, c'est que tu veux nous parler de Alicia Baumgartner contre Leila Baudouin. Mais moi, c'est moi qui fais l'introduction aussi. Là. Je veux te dire, OK, que premièrement, moi, je suis très fier de Leila. Puis je disais ça à quelqu'un en fin de semaine, là, puis il m'a dit tu tires un peu le diable par les cheveux, mais je trouvais, là, c'est ça, capoté. Mettons, je regardais les 3 combats qui m'intéressaient le plus, OK? Mettons, Pomerleau. Là, je regardais Jake Paul, puis je regardais Leila, OK? Hey, c'est Leila qui a gagné le plus de rondes des 3, avec 3 rondes gagnées, OK? Donc là, j'étais fier de ma Leila. C'était elle qui avait le plus haut niveau de compétition. Si on regarde ça, tu sais, je m'obstinais. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, il m'a dit, quelqu'un qui connaît bien sa boxe, qui m'a dit, hey, Baumgartner est dans le top 5 livre pour livre chez les femmes. Là. C'est quelque chose, Alicia Baumgartner. Puis j'ai trouvé, premièrement, en boxe féminine, une défaite, là, ça ne fait pas foi de tout. Tu sais, tu peux rapidement te replacer en championnat du monde. Il y a des filles qui se battent 10 fois en championnat du monde. Et je voudrais dire, après je te prête la parole pour toute l'émission, mais je voudrais dire que Leila, elle a été très bonne
pour se vendre. Elle était très bonne dans les entrevues. Tu sais, avant, on ne la voyait pas, mais elle était un peu plus maquillée. Elle jouait un peu la carte du marketing. Léla a été extraordinaire. Si tu es un promoteur, tu peux mettre une grosse somme sur Léla en sachant qu'elle va essayer de vendre le combat. J'ai trouvé Léla, bon, premièrement, les odds étaient contre elle, hein, on va se le dire, mais on savait tous qu'elle était capable quand même. Là, avec la bonne stratégie, on est capable. En boxe, il y a toujours des chances qu'on puisse gagner quand même. Même des fois, c'est plus élevé, des fois, c'est moins élevé, mais la chance, tu sais, pour le zéro n'existe pas vraiment, parce que même, il y a des gens qui peuvent gagner qu'un lucky punch. Moi, j'ai trouvé que Léla, comme tu dis, elle a mérité son opportunité, premièrement. C'était... Oups! A few moments later. Laurent, t'es disparu. Ouais, faut pas que je touche à rien, mais c'est correct. Là, Alors, je fasse du montage, là. Tu me forces à te faire du montage toute la soirée. Ouais, mais avec du montage, les gens verront absolument rien. Ce que je disais, c'est qu'elle n'a pas volé son opportunité. Léla, en battant Hélène Mécaled, est allée chercher un shot. C'était pas une défense obligatoire, mais elle s'est rendue là par elle-même. Donc, ceux qui vont dire, Alicia a affronté une fille facile pour elle, ben, c'est pas vrai, là. Léla a mérité sa place. Elle était classée juste après Delphine Pearson à WBC, après la victoire d'Hélène Mécaled. Donc, en partant, c'était mérité. Deuxièmement, 3 minutes x 12. Se rendre jusqu'au bout de ça. C'est la première Canadienne. Ça fait 36. Oui, 3 rounds de 12 minutes. C'est 36 minutes, effectivement. C'est la première Canadienne de l'histoire à faire ça. Ça va rester pour toujours. C'est rendu jusqu'au bout. Il fallait le faire, se rendre jusqu'au bout. C'est pas tout le monde qui le fait. Puis faire un combat intéressant à regarder aussi. Parce que chez les hommes, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de 3 minutes x 12 qui sont vraiment plates. Ce pas tous des combats excitants. Là. Fait que ici, on a eu un combat intéressant. J'ai trouvé ça correct. C'était un combat avec la par là? Je peux-tu nommer des noms? Genre? Non, je ne nommerai pas. Je nommerai pas de nom. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire un bon rendu. Je te dirais sur du 3 minutes x 12. Léla et Alicia ont fait un bon rendu sur du 3 minutes x 12. Il y avait assez quand même de volume de part et d'autre. Ça, un bon rendu, c'est une expression du bas du fleuve. Là. On ne dit pas ça. Nous autres, à Montréal, ça a été un bon rendu, ce combat. Tu trouves pas ça? Un bon rendu? Non? Tu comprends-tu mon image? Un bon rendu. J'ai trouvé que ça a fait un bon spectacle. Et maintenant, tout est dans les détails. Pourquoi Léla a perdu? Pourquoi Alicia a gagné? Puis je pense qu'Alicia a imposé un peu son combat à Léla. Puis, elle s'est tenue à son plan de match. Puis, pour Léla, ça a été peut-être un petit peu plus difficile de s'adapter en cours de route. Je lisais, je ne sais pas si tu as lu, mais moi, tu iras le voir si tu ne l'as pas lu, le carnet de voyage de Samuel Descaries-Drolet qui est publié aujourd'hui, qui relate le combat, toute la journée de combat, incluant les rounds. Ce qu'il raconte là-dedans, c'est que Léla s'est faite. Premier round, moi, je l'ai donné à Léla, le round numéro 1. Après ça, au round numéro 2, elle s'est faite bien atteindre par une grosse main, puis ça l'a vraiment ébranlée. Elle a fait comme si de rien n'était, mais elle était ébranlée, puis ça a un peu mis la table par la suite, parce qu'en ayant testé la puissance de Baumgartner, tu sais, quand on ne peut pas vraiment savoir la vraie impact de la force de quelqu'un tant qu'on ne l'a pas vraiment essayé. Hein. Ça se passe dans le ring. On peut s'imaginer, mais c'est quand tu arrives dans le ring, là, après la première cloche, que ça se passe là. Une fois là, sur ton podcast, j'avais dit que Marie-Pierre Houd a manqué d'énergie en fin de combat, tu sais, puis je l'avais croisée, puis elle m'a dit « Va t'en sacrer un coup d'info dans le foie, moi, tu vas voir que c'est pas facile de finir le combat après. » C'est un peu le principe. On peut s'imaginer la force d'un adversaire, la puissance d'un adversaire, mais tant qu'on n'a pas testé un peu, on n'a pas fait le test, c'est difficile de projeter un peu comment ça va se passer. On peut se l'imaginer, mais de vraiment le faire avec certitude, c'est difficile. Ici, bon, selon Samuel, Léla a été ébranlée au deuxième round, puis ça a un peu, peut-être mis la table pour la suite. On ne pouvait pas, en sachant qu'elle frappait fort, c'est plus difficile d'aller se battre à l'intérieur avec. On ne prend pas ses Marie, par exemple, j'ai fait ce que je ne fais jamais. J'ai pris des questions des auditeurs pour toi. Il y a des auditeurs qui m'ont écrit et qui m'ont dit « Pose la question à Marie-Ève. » Je ne vais pas dire. Je me sens, moi. Puis je me sens un peu mal. Non, c'est vrai. Pour vrai, on pourrait pas te le dire en dehors des autres.
mais il y a des gens qui m'ont écrit, et là, je me sens mal parce que j'aime Samuel Descaries-Drolet comme si c'était mon propre enfant, mais les questions que les gens m'ont posées sont difficiles un peu. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils trouvaient que Sam s'était peut-être fait un peu out-coacher parce qu'il donnait comme les conseils d'aller tout le temps à l'intérieur alors que Léla n'avait pas beaucoup de succès à l'intérieur. Il y a des gens qui m'ont amené ça comme s'il n'y avait pas beaucoup de plan B ou qu'il n'a pas été dans... Il y en a même qui me disent que Sam avait l'air de quelqu'un qui voulait juste que Léla finisse le combat au lieu d'essayer de gagner peut-être en se pitchant peut-être première. Puis là, les mêmes gens-là, ils m'ont dit en même temps peut-être qu'il est proche de ses athlètes puis il ne veut pas comme les voir se faire blesser ou il pensait déjà à la suite des choses, il va avoir des ceintures vacantes. Là, il y a du monde qui m'ont comme tout garoché ça d'un pain. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'ai pas parlé à Samuel Descaries. C'est difficile de voir sa perspective. Je connais pas c'était quoi le plan de match. Clairement, je pense que le plan de match, c'était d'envoyer du volume sur Alicia. Et ça, c'est mon avis. Puis c'était peut-être d'aller à l'intérieur. Je pense que c'est sur ça qu'ils ont travaillé, ou du moins d'aller en puissance sur Alicia. Parce que comprenez que pour battre la championne, il faut bien la battre. Quand tu es le côté B, tu es amené comme un côté B. Un combat serré, en théorie, tu n'as pas battu la championne. Est-ce que tu penses que c'est vraiment dans la tête des coachs et des boxeurs où la ceinture est supposée comme être prenable en début de combat? Puis parce que ça, tu as raison, mais c'est pas supposé. Un athlète va toujours penser qu'il y a une chance, puis c'est normal. Puis s'il ne pense pas, qu'est-ce qu'il fait là? C'est de la boxe. Puis le coach, en théorie, s'il ne croit pas à son athlète, on a un problème. OK? Par contre, il faut être... moi, en tout cas, si je jugeais... Je vais te le donner autrement. Si un round est serré, OK? Il est très serré entre une championne puis une aspirante. Ben moi, je vais toujours... Si j'étais juge, je me poserais la question... Est-ce que l'aspirante a vraiment gagné ce round-là ou si c'était pas ça, là, tu vas partir un débat parce que moi, j'ai déjà eu des débats avec des grands experts puis c'est pas supposé. Tu n'es pas supposé penser comme ça. Puis un juge professionnel, il est payé pour jamais dans sa tête, ce que je répète des propos que j'ai entendus d'un juge, parce que, exemple, Rosenberg est dans l'école de si tu as un combat égal, swing de 10-10, c'est pas un problème. Tandis qu'à la régie du Québec, on autorise très peu de 10-10 où tu vas te faire chicaner si tu donnes un 10-10. Puis eux, leur point, c'est t'es un juge professionnel, trouve le petit edge pour un des deux, puis donne-y le 19. Oui, c'est ça. Mais moi, je me poserais tout le temps la question, tu sais, pour battre une championne qui a 3 ceintures, il faut que tu la battes. Il faut qu'on le sache que c'est une victoire, tu sais. Tu sais, à un moment donné aussi. C'est pas supposé. Ben, c'est pas supposé, mais moi, je pense que oui. Moi, c'est sûr que s'il y a un round serré, je le donne à la championne par défaut, à moins que ça soit clairement pour l'autre. Est-ce qu'il y aurait pas avoir une autre stratégie? Est-ce qu'il y a il y en avait peut-être une. Mais il y en avait peut-être une, mais quand on lit le carnet, comme je reviens au carnet de Sam, ce qu'il dit, c'est que le deuxième round, la grosse main a fait mal à Léla, la puissance et tout. Puis, tu sais, à un moment donné, tu as bien beau avoir toutes les volontés du monde. Si on sent que la puissance de l'autre est intense, on n'aura pas tendance à... On va peut-être changer notre façon de ce qu'on avait préparé parce que tu n'as pas envie de te ramasser au tapis. Tu n'as pas envie de te ramasser blessé. Tu veux être intelligent dans ta boxe. Puis ça, se garrocher puis tester la puissance sans arrêt, bien, ça amène des knockouts. Donc ici, je pense on a vu aussi que la puissance était réelle parce qu'au 7e round, quand il y a eu le knockdown, c'était quand même stiff. Tu sais, tout le long du combat, moi, ce que j'ai remarqué, okay, là où Alicia a bien réussi, c'était à timer Léla. Je trouvais qu'elle timait bien Léla. Je trouvais que Léla rentrait un petit peu dans les coups d'Alicia, tu sais, parce que le timing était vraiment bon pour la timer. Quand le knockdown est arrivé au 7e, ça devait être décourageant aussi parce que je pense que le coin savait qu'elle était en retard. J'ose espérer que le coin savait qu'elle était en retard à un moment donné. Fait que là, avec le knockdown, ça devient difficile parce qu'on a besoin d'un knockout pour gagner. Il ne reste plus beaucoup de rounds. Puis, on a une fille qui frappe fort, puis que tu es affecté déjà. Fait que les chances sont plus minces, à part avec un lucky punch.
Je sais que Sam a dit dans son carnet, puis ça va en surprendre peut-être certaines personnes, il a pensé arrêter le combat au 8e round. Il a pensé lancer la serviette. Il ne l'a pas fait, mais il l'a évalué. Parce qu'il y avait quand même... Je pense que le coach, dans ma tête, je crois que le coach, il doit calculer. Puis là, il y avait peut-être, exemple, il y avait peut-être 6-2 pour Baumgartner, ce qui était probablement le score des juges. Et là, tu enlèves un autre point. Ça fait, on va dire, 6-1, comme si je sais compter. Donc, avantage de 5. Et on peut penser qu'on ne pincera pas Baumgartner après déjà 8 rondes de 3 minutes. On peut penser qu'on ne la pincera pas pour un KO. T'sais. Fait que là, j'imagine que ce calcul-là aussi de vouloir préserver sa boxeuse versus, vu qu'elle fait la limite, ça augmente quand même sa valeur, j'imagine. Mais ça ne fait pas beaucoup de temps pour réfléchir à tout ça. Mais là, j'avais une autre question d'un auditeur, mais l'auditeur, c'est moi-même. OK. Qui a une question pour toi. On entend que Baumgartner pourrait monter à 135 livres pour affronter Caroline Dubois, mais Dubois, elle a été pas très comme cocky à la fin de son combat. Elle a dit pas tout de suite quand on lui a parlé de Baumgartner, mais Baumgartner a l'air de se chercher ce que j'appellerais un gros money fight. Là. Elle a l'air de magasiner quelque chose de payant. Est-ce qu'on peut penser, et là, ça c'est ma théorie, on vient de voir ce qui est arrivé avec Terence Crawford qui abandonne les ceintures. S'il fallait que Baumgartner abandonne ses ceintures, la WBC, c'est déjà réglé. Personne va affronter Vert. On va s'en parler tantôt. Mais il y a 3 autres ceintures. Parce que là, je te mets ça d'un pain, encore, mon autre pain. Moi, je sais que Léla, elle a envie de fonder une famille, puis c'est quelque chose qui l'intéresse, puis la boxe, c'est beau, mais elle veut la maternité aussi. Elle pourrait mettre la boxe de côté. Mais là, en même temps, ma question, c'est que s'il fallait que Baumgartner commence à abandonner des titres ou changer de catégorie de poids pour un super fight, Léla peut être en championnat du monde avant le mois de juin puis devenir championne assez vite, merci. Oui, elle pourrait, mais je pense pas que ça va être au mois de juin. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce pour Léla, qu'est-ce qui est intéressant? Elle aussi, elle pourrait monter à 135 livres. Parce que même s'il n'y a pas de ceinture libre ni rien, il y a des money fights. Donc, elle, tu veux-tu des plus petits combats en termes de paye pour une ceinture ou tu préfères aller vers les combats flamboyants sur les grosses tribunes avec une plus belle paye? Fait que rendu là, c'est à elle. On ramasse la ceinture puis on sera flamboyant après. T'sais, moi, je n'ai pas de réponse pour elle parce que c'est elle qui connaît sa ligne de vie, où est-ce qu'elle est rendue sur sa ligne de vie. Puis aussi, quand tu reviens d'une défaite, c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les associations qui sont excitées de te mettre sur un combat de championnat tout de suite. T'sais? Fait qu'on va voir. À l'IBF, je sais que ça serait plus difficile à l'IBF. Peut-être la WBA pourrait le permettre. On verra. Moi, je te dis, Baumgartner va vaquer de ses titres. C'est pas si. Elle va vaquer de ses titres. Tous ses money fights sont à 135 livres. Elle a déjà annoncé qu'elle est main event sur son prochain combat, probablement à l'été. Puis, ils attendent MVP, a déjà l'adversaire. Donc, ils vont l'annoncer sous peu, là, probablement dans les prochains, peut-être en février, quelque chose comme ça. On va en savoir plus. Mais Baumgartner n'est pas obligé de laisser ses ceintures tant qu'elle ne se bat pas à 135. C'est ça qui arrive. Moi, avec Baumgartner, je garde mes titres. Je vais faire mon combat à 135, puis après ça, je vacate ce que j'ai envie de vacate. T'sais? Comment j'appelle ça, cette stratégie-là? Là? La stratégie Chad Dawson, qui avait descendu pour affronter André Ward, qui était remonté défendre ses titres à son titre à 135. Tu sais, un peu comme Maillard a des titres dans 2 catégories, c'est le même principe. Elle n'est pas obligée, moi, si je m'appelle Baumgartner, je ne laisse pas mes titres tout de suite. Tu n'es pas obligé de les défendre avant dans 6-8 mois. Fait que tu attends, puis tu regardes les opportunités. Puis s'il faut. Tu t'appelles Marie-Ève. Mais je m'appelle Marie-Ève, fait que ça n'arrivera pas. Mais si j'étais Alicia, c'est ça que je ferais. Bref, tout ça pour dire que Léla, moi, je trouve que ce qui était bon en sa faveur, j'ai trouvé qu'elle a essayé vraiment tout le long. Elle est bien revenue vers la fin de combat aussi. Moi, je lui ai donné le 11e round. Elle a volé un peu le 11e round. Parce que, dans le fond, c'était pas nécessairement bien commencé, mais ça a vraiment bien fini. C'était aussi une performance digne. Parce que Léla, tu sais, enlever le côté victoire ou défaite,
il y avait aussi le point qu'elle faisait la demi-finale du combat qui est le plus écouté cette année. Donc, vous trouvez ça ridicule ou pas, c'est le combat le plus écouté. Donc, il y avait des paires de yeux sur un moyen temps. Donc, il fallait offrir un spectacle. Puis Léla, par son courage, par le fait qu'elle est restée devant pendant 12 rondes, elle a fourni le spectacle qui était adéquat pour une demi-finale d'un événement de cette ampleur. Donc, le téléphone va sonner. La question aussi à se poser, c'est où va se battre Léla prochainement? Parce que souvent, je parle en connaissance de cause, les gens qui sont sur les cartes d'MVP, même s'ils ne sont pas signés chez MVP, ils ont des deals de 2 combats ou de 3 combats. Donc, est-ce que Léla le fameux aurait... 1+1. Ouais, est-ce que Léla aurait 1 ou 2 autres combats potentiellement viables chez MVP? Si la réponse est oui, il y a beaucoup, beaucoup de match-up potentiels pour elle chez MVP aussi pour faire des beaux combats et une belle paye. Est-ce que la plupart des filles qui ont perdu de façon digne sont toujours ramenées? Oui, je vais donner un exemple. On a celle qui avait affronté Holly Holmes est revenue après. Même chose pour Shureda Metcalf est revenue après. Ils font de façon régulière. On va voir les mêmes noms circuler. Je crois que Melinda Watpool, même si elle a perdu, on pourrait la revoir sur une carte d'MVP, pas tout de suite parce qu'elle a un combat de prévu, mais mettons dans l'année 2026, etc. Tu sais, il y a des choses comme ça qui se passent que c'est pas un secret, là, les athlètes en parlent eux-mêmes. Il y a potentiellement des chances de revenir. Fait que peut-être que Léla a aussi ce type de deal. Je ne sais pas, je ne suis pas, je suis pas au courant des détails. En conclusion, là, je vais résumer tout ça. Léla, belle performance. C'est pas gênant. Tu peux être fier de toi. Prochain combat, les options vont être multiples. Tu sais, un championnat du monde à 130 livres, peut-être t'es le côté A, mais c'est moins payant. Ou un gros money fight à 135. Les options sont là, puis pourquoi pas fonder une famille aussi. C'est ça, avoir le droit de prendre un break et revenir après aussi. Hein. Elle peut prendre un break de 2 ans, revenir, elle est jeune, Léla, elle a 29 ans. Elle a le temps, là, tu sais. Quand même qu'elle reviendra à 31, là, il n'y a pas de mort, là. Marie, bref, moi, je suis très fière. Voulais-tu faire le survol des autres combats de cette soirée-là ou on reste en mode Québec puis après ça, on avancera? On peut faire le survol rapidement, OK? On va y aller vraiment rapidement. Juste pour parler de Caroline Dubois, je ne sais pas si tu as pris ce combat de Caroline Dubois. Je l'ai écouté attentivement. Puis, tu sais, Dubois est vraiment génial. Elle est géniale d'un point de vue comme main arrière. Non, mais tu sais, jab, main arrière, déplacement, contrôle de la distance. Tout était parfait. Mais elle avait un adversaire qui techniquement était beaucoup moins bonne qu'elle. Puis là, à un moment donné, j'ai aimé, tu sais, le meilleur moment du combat, c'est quand son adversaire, elle vient comme un peu trop proche, puis elle te l'a gelé d'une droite, tu sais, avec sa main avant. Comme c'était parfait, techniquement, c'était parfait. Mais peut-être que la seule chose que je pourrais reprocher à Caroline Dubois, c'est quand tu domines à ce niveau-là, puis tu es sur le gros show d'MVP, première présence aux États-Unis, peut-être sans, je te dis pas de te lancer à corps défendu, mais peut-être calculer le risque, mais en faire un petit peu plus pour aller chercher le knockout. Moi, Caroline Dubois, je l'aime beaucoup, je m'en cache pas. J'ai pas adoré ce combat-là, puis je vais te dire pourquoi. C'est pas le premier combat de Caroline Dubois que je n'aime pas tant. J'avais dit à peu près les mêmes critiques quand je parlais de son combat contre Bourmier-Richine au début de l'année. 2 choses. Un, je la trouve un petit peu lente. Elle est puissante, mais je la trouve pas rapide sur ses jambes. C'est sa posture, probablement, qui fait que... Elle a paru plus lente contre Bourmier-Richine. Oui, je trouve que ça, c'est une faiblesse. Puis, je la trouve, peut-être c'est sa posture, comme je disais, son appui, puis tout ça. Ça me donne l'impression qu'elle est lente, mais elle n'est pas super lente non plus, mais je la trouve un petit peu lente. Pour les autres filles de la catégorie, là, je la trouve un petit peu lente. Puis, je trouve qu'elle essaye trop la main droite inutilement, des fois, sa grosse main. C'est correct de vouloir le knock-out, mais à un moment donné, tu gaspilles beaucoup d'énergie à essayer de knocker quelqu'un puis que ça ne marche pas.
Donc, moi, je pense que l'idéal, ça serait de mettre la grosse main quand c'est le moment de la mettre. Au lieu de chercher le knockout, elle aurait probablement, Laurent, plus de succès et plus de knockout, justement, parce qu'au lieu de courir après, tu attends que le knockout vienne, il travaille au corps, elle a des belles combinaisons, elle est forte, elle est quand même, c'est une fille qui a fait une grosse carrière amateur, elle a un gros QI box. J'aimerais ça plus voir ça, puis moins voir la grosse main placée inutilement. C'est la seule critique que je pourrais y faire, mais elle est jeune, donc elle a beaucoup de potentiel. Là, cette semaine, je ne sais pas si tu as vu, il y a eu beaucoup de beef avec Alicia Baumgartner. Oui, mais c'est ça que je te parlais tantôt, à l'entrevue d'après-match, on a tout de suite nommé Baumgartner, puis elle a dit pas tout de suite, elle a dit peut-être dans 2 combats. Elle a l'air d'une fille qui veut quand même, je ne sais pas si elle fait confiance à son équipe ou elle ne veut pas brûler les étapes, mais c'est pas Moi, je vais te le dire pourquoi. Affaires, là. Moi, je vais te le dire pourquoi. C'est une championne WBC. Et à la WC, tu ne peux pas faire de 3x12. Donc, présentement, si tu veux affronter Baumgartner, tu dois soit abandonner ton titre ou soit faire du 10x2. Et Baumgartner ne veut plus faire du 10x2. Moi, je pense qu'elle aimerait aller chercher un autre titre avant d'affronter Baumgartner. Comme ça, si elle a abandonné un titre, elle reste quand même championne. Ça, c'est mon opinion personnelle. OK? Non, c'est bien joué. Tu n'as pas à donner ton titre. Tu n'as pas à te ramasser pas de titre. C'est pourquoi abandonner ton titre pour pogner Baumgartner? C'est comme si, c'était un petit peu ça. Puis c'est pour ça que je pense pas que c'est... Pour Baumgartner, c'est pas une bonne option non plus de prendre du bois tout de suite. Si tu veux faire du 3x12, va chercher une autre championne. Genre, par exemple, un rematch contre Terry Harper. Puis après ça, tu peux essayer de faire le combat contre Caroline Dubois parce qu'au moins, il y a quelque chose sur la table qui n'est pas le WBC, mais il y a quelque chose. Tu peux faire ton 3x12. Je ne sais pas si tu as remarqué aussi, quand on a eu la conférence de presse, en fait, Baumgartner et Caroline Dubois se sont un peu chicanés. Caroline Dubois disait que c'était elle la queen, puis là, Baumgartner disait que non, c'est elle. J'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup servi Léla. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Hein? Oui, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que dans Léla, dans le fond, Baumgartner, le beef, elle aime ça, puis ça carbure au beef. Donc, le but, si tu veux éviter qu'elle carbure au beef, c'est de ne pas embarquer dans le jeu. Et Léla l'a super bien fait. Elle a évité le beef, elle répondait aux questions, c'était sympathique, etc. Très bien fait. Arrive Caroline Dubois dans la même conférence de presse comme un party pooper, un peu, qui commence un beef avec Alicia pour savoir qui est la meilleure et la plus haute. Le beef revient par la bande. Qui va mieux performer sur la carte? C'était ça l'enjeu. Qui va ressortir la grande vainqueur de la carte? Mais Marie, je te sors une de mes vieilles anecdotes. Là. Une fois, là, il y avait un combat entre Jean-Pascal et Kovalev. Puis Kovalev, il n'aimait pas ça, le beef d'avant-match. Mais Pascal n'arrêtait pas de le chercher. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? C'est le coach, John David Jackson, qui est allé se pogner avec Pascal. Pendant ce temps-là, Kovalev était bien tranquille, puis l'autre, il gaspillait ses énergies d'avant-match. Mais tu sais, pour Baumgartner, elle aime ça, le beef. Ça lui donne des ailes. Caroline Dubois, c'est pas mêlée de ses affaires. Fait que Caroline Dubois est arrivée comme un party pooper. Elle a réveillé la tigresse en Baumgartner. Puis Baumgartner, ben, là, c'était rendu l'ego. Laquelle de Dubois-Baumgartner va ressortir comme étant la grande gagnante de ce gala MVP-là? Automatiquement, c'est pour ça que dans la conférence d'après-combat, Baumgartner, elle call Caroline Dubois plutôt que... elle ne s'attarde pas trop sur les là, puis tout de suite, l'ego était piqué. Puis ça, c'est pas bon. Parce que Baumgartner, avec un ego piqué, est très forte dans le ring, contrairement à d'autres. Michaela Mayer, il y a goûté. Mais Marie, j'ai adoré la rencontre qu'il y a eu entre Baumgartner et Léla après, où les deux disent all about respect, puis que, tu sais, c'était beau après. Marie, tu dis que Dubois et Baumgartner se sont coltaillés à savoir qui avait la meilleure performance, mais moi, il y a un combat. Il y a les deux autres combats étaient complètement fous, mais je vais y aller avec celui qui était peut-être le moins c'était sanglant. Qui était fou. Premièrement, je veux m'adresser à Ross Amber et Matt Casavan. Vous êtes des traîtres. Vous étiez dans l'autre côté de la boxeuse canadienne. Puis ça se fait pas. Il faut toujours supporter le boxeur canadien à tout prix. Amanda Gale contre Shernika Johnson, c'était malade. Et le seul petit bémol, c'est que
Amanda a au moins gagné 3 rondes, sinon 4. J'étais un peu mal à l'aise de la décision trop large des juges. J'étais mal à l'aise avec les décisions trop larges, puis j'étais un petit peu triste aussi parce que je pense qu'Amanda aurait vraiment pu être plus performante encore, plus efficace encore. Cette motadite blessure-là qu'elle a eue, oui, il y a eu un clash de tête, Nix a eu le front fendu, Amanda a eu le front fendu, mais ça saignait, là, comme Christy Martin dans le temps, là, du sang à profusion. Mais le problème ici, c'est que la blessure d'Amanda était moins bien placée que celle de Nix. Celle de Nix, ça coulait un petit peu sur le côté, tandis qu'Amanda, c'était ici. Et là, c'était du sang dans l'œil sans fin, Laura. Fait que je pense que le sang dans l'œil, ça l'a affecté Amanda Galley depuis le début. Ça l'aurait... Elle a eu une bonne deuxième moitié de combat. Oui, sauf que, imagine si elle n'avait pas la blessure. Le sang dans l'œil, ça aveugle carrément. Là. Tu ne vois pas de l'œil. Là. Quand tu as du sang dans l'œil, tu es aveuglé. C'est comme si tu as juste un œil pour travailler. Je trouve qu'Al Cotman a travaillé, a fait de son mieux, mais à chaque fois, elle sortait du banc, elle sortait de son coin, puis ça saignait déjà. Là. Le sang n'arrêtait jamais. Elle a eu des points de suture. Donc, ça a été dommage. Maintenant, j'aurais aimé ça revoir ce combat-là sans les coupures, sans les blessures à la tête. Arrives-tu dans ce combat-là que l'arbitre, il monte puis il fait ça super vite? Pas l'arbitre, le docteur. Je pense que le docteur a réglé ça d'une demi-seconde. Là. Il a monté, puis c'est correct, puis il est descendu. Genre, on dirait que le docteur voulait pas voler le spectacle, mais il a fait ça super vite. Oui, puis moi, j'avais eu peur. Je pense que c'était au 3e round. Au troisième round, j'ai fait non, le combat ne comptera pas. Il regarde, c'est correct, il descend. C'était très rapide. Il a checké là, il a fait let's go, vas-y. Mais en vrai, c'était 2 blessures, 2 sales blessures, mais celle de Amanda était vraiment mal placée. C'est rien pour enlever à Cherneka, qui a quand même tout donné. Les filles ont gagné le 100 000 splitté à 2 pour de la soirée. Donc, habituellement, MVP donne le bonus à un athlète. Là, ils ont splitté le bonus. Donc, chacune a eu son 50 000 US. Je suis contente pour Amanda. Mon seul bémol, c'est la décision un petit peu trop large. Là, Amanda, que moi, j'ai trouvé qu'elle, surtout en deuxième moitié de combat, elle est en train de fermer le gap. Genre, moi, j'avais... Tu sais, je vais te le dire, j'avais 96-94, puis pour Johnson, j'avais écouté le combat très sérieusement. Là. Tu sais, j'étais scotché là, devant mon iPad, je capotais, parce que, on en parlera, mais on peut en parler tout de suite. Là. Ce combat-là était incroyable, mais c'était-tu avant ou il me semble que c'était avant? Là, j'essaie de me rappeler mon espace-temps. Yokasta Valley, là, tu vas rire, OK, je m'installe devant mon iPad, puis là, dans ma tête, c'était le combat le moins bien balancé, comme chez les femmes. Parce que Yadira Bustillo, je ne la connaissais pas. Elle est bonne! Mais là, je ne m'attendais pas à ça. Une bagarre de tous les moments. Puis, tu sais, Bustillo, là, elle a pogné les nerfs après le combat. Elle est allée d'en face à l'autre en disant « Mais j'ai pas perdu ce combat-là. » Puis, il a fallu comme les séparer pour que Vallée aille faire sa petite conférence, aille faire ses entrevues d'après-match. Mais l'autre était bonne. Mais Vallée, quel drôle de stratégie. À partir du 4e round, elle fait « Moi, je fais juste lancer des bombes. » Là, elle lance des bombes, mais elle travaillait même plus derrière le jab. Là, l'autre était bonne. Genre, moi, je m'attendais que l'autre se fasse déclasser. Elle frappait fort aussi. Genre, hey, quel combat de malade. Puis là, dans ma tête, je me disais « Hey, Kim Clavel, elle peut affronter les deux, puis je sais pas qui gagne. » Là, même moi, dans ma tête, il y avait Vallée puis Clavel tout seul en avant, mais là, j'ai plus le choix de mettre Bustillo dans le portrait, genre, encore. Je peux-tu te dire de quoi de bien plate? Les deux combats masculins, là, qui étaient les 2 rounds, là, qui avaient sa carte principale. Avec Jamal Harvey, là. Oui, puis les deux, puis Anderson Silva, puis tout ça. Je peux te dire que... Le premier combat, c'est un Olympien qui est son deuxième combat. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'était plate. C'était plate. Ben oui, c'était des combats plates. C'était des combats plates, puis les 3 combats féminins qu'il y a eu, ça, le YouTube. Folie, hein? C'est excitant. Fait que ceux qui ont manqué le YouTube, manquez-le pas la prochaine fois, parce que ça, si c'est tout le temps comme ça, les cartes d'MVP, ça va être excitant. Sur les gros. Vallée contre Bustillo, c'était incroyable. Les Vallée qui a tellement d'expérience, puis qui fait juste lancer ses mains arrière. Mais c'est ce qui est arrivé. J'ai demandé à Yokasta qu'est-ce qui se passait, parce qu'elle a un peu dit dans le ring.
elle aussi avait une grosse blessure et elle ne voyait rien d'un œil. Carrément, elle était aveuglée depuis le début du combat. Donc, elle s'est fiée à son instinct. Zéro défensive. C'était un combat où elle a décidé que sa défensive n'existait plus. L'expérience qu'elle a. Mais c'est parce qu'elle ne voyait pas. Donc, probablement qu'elle s'est dit, moi, je vais toucher. Je touche. À ce moment-là, ça excuse un peu cette stratégie-là parce que tu n'as pas le choix de t'adapter. C'était pas ça le plan de match, mais là, tu ne vois plus d'un œil. C'est plus facile pour toi de dire, regarde, il faut que je donne le maximum pour faire des points parce que je ne sais pas, je ne vois pas bien quand l'autre approche. Moi, la première, une qui m'a parlé de Yadira Boustia, c'est Caroline Vert, parce qu'ils sont entraînés dans le même gym à Las Vegas. Ils ont même, je crois qu'ils ont fait du sparring ensemble, même si ce n'était pas le même poids. Et on savait qu'elle était bonne. Caroline me l'avait dit. Elle me dit, elle est bonne, Boustia. Elle est jeune, puis elle est bonne. Elle a beaucoup d'aptitudes, beaucoup de fougue. Mais on l'a vu. Elle est très fougueuse, même à l'après-match. Elle pourrait se retrouver contre Kim Clavel à moyen terme, Boustia. Il faut faire attention. Mais t'affrontes pas cette fille-là à moins que c'est minimum pour un combat éliminatoire. C'est ça. Il faut faire, pas en défense optionnelle, en tout cas. Moi, je ne le ferais pas en défense optionnelle. Pas un mardi après-midi. Là. C'est ça, exactement. Ben, que ces combats-là, moi, je les ai trouvés tous bons. Les 4 combats féminins, je peux pas dire que j'ai été déçue. J'ai pas du tout été déçue, à cause des résultats pour Amanda puis Leila, là, c'est ma seule déception parce que j'avais vraiment envie que nos filles canadiennes gagnent, mais c'est pas grave. Parce que nous autres, on est un podcast qui se range derrière le Canada. On n'est pas un podcast qui se range derrière les adversaires. On n'a pas besoin d'être neutres, nous autres. Là. On a le droit... À quand Marie-Ève Albert au Hall of Fame? Là-bas, non, ça n'arrivera pas. Comme ça, chaque podcast aurait son Hall of Famer. Peut-être. Imagine Marie-Ève Albert intronisée au Hall of Fame en 2054. Hein? Hey, je vais être encore vivante dans ce temps-là. Tu vas être moins rousse, tu vas être plus grisonnée. On peut-tu parler de Vanessa? Oui, on peut en parler, mais je voulais te dire, moi, j'ai quelque chose à dire. Oui. Quelque chose à dire. Des fois, tu reconnais la grandeur des personnes à leurs agissements. Okay? Puis j'ai adoré, parce qu'on savait que c'était le dernier combat de Vanessa Eye of the Tiger, puis qu'elle était comme devenue une indépendante. Puis, tu sais, pour X raisons, les chemins se séparent, mais elle a eu excessivement de classe dans son message pour remercier Eye of the Tiger. Et ça, c'est très important dans la vie. La façon que tu quittes un emploi ou que tu t'en vas, c'est souvent, ça veut dire beaucoup sur la personne et ça veut dire que peut-être même qu'ils vont pouvoir retravailler ensemble, ils vont à Gatineau, ils vont appeler Vanessa. Des contrats d'un combat à la fois, là, comme on dit. Voilà, là. Et bravo à Vanessa, quand on y pense, c'est une fille qui pesait 315 livres, qui est en dépression après avoir eu un gros accident de voiture, puis aujourd'hui, elle fait 168 livres. Les abdos déchirés sur le corps, on la voit manger de la laitue sur les médias sociaux. Déjà ça, c'est un championnat du monde. Tu as perdu 150 livres. Moi, ce que j'aime de Vanessa, c'est qu'elle est tout le temps dedans. C'est pas. Elle a peur de rien. C'est une vraie, quand elle avait affronté Annie Mazera, je raconte tout le temps cette anecdote-là au Spectrum, je pense. J'avais dit à tous les journalistes, arrêtez de vous préparer pour le reste de la carte. Là. Je sais qu'il y a 11 combats, mais mettez vos yeux dans le ring, ça va être fou. Puis elle nous avait donné une bagarre, là. Je pense que c'était à l'Olympia. Genre. Puis c'est comme... Sa carrière, c'est juste ça depuis ce temps-là. C'est toujours des gros spectacles. Là, les gens qui vont dire « Ah, ça a pris longtemps avant de revenir. » C'est pas qu'elle n'a pas essayé. Toutes ces maudits offres de combat sont tombées à l'eau. Les match-ups, c'était dur à matcher. Fait que c'est pas parce qu'elle a perdu contre Clarissa Shields l'année passée qu'elle voulait pas revenir avant ce mois-ci, là. C'est qu'elle a essayé, puis ça échouait. Puis c'est la boxe, c'est comme ça. Elle n'avait pas eu un championnat du monde comme XYZ là, dans un pays... elle devait affronter Claribel Mena dans les Caraïbes, à Saint-Martin, si je ne me trompe pas. C'était mort dans l'œuf. Après ça, il y avait un autre adversaire de remplacement. Je pense que c'était Rocha qu'elle devait affronter. Bref, il y a plusieurs opportunités qui sont tombées à l'eau. Eye of the Tiger a aussi essayé de la matcher, puis c'était pas simple. C'était coûteux, c'était compliqué. Les filles, souvent, sont à l'autre bout du monde dans sa catégorie.
tout ça pour dire que là, elle affrontait Sonia Drayling, qu'on avait déjà vu contre Mary Spencer, contre Tam Thibault aussi. Puis elle a bien fait. Non, elle l'a pas knocké, mais elle l'a envoyé au tapis. Puis c'était un combat de tour. Quand je dis la grande classe, là, juste le post qu'elle a fait sur Facebook le lendemain pour remercier Drayling d'avoir partagé le ring avec elle puis de lui avoir permis de se battre. Coudonc, elle a donc bien de la classe, Vanessa. Elle était contente d'être là, Drayling, en plus. Là. Fait que, puis Vanessa, oui, effectivement. Puis son entourage est complètement derrière elle. Là. Moi, je fais un post là, sur ma page Facebook sur Vanessa. Ça va être partagé, là, puis liké. Là. Populaire, son monde est derrière elle. Répète pas ça, mais moi, je fais ça avec Gaumont. Hein. Quand j'ai besoin de mettre un peu de trafic sur ma page, là, je fais un post sur Gaumont, toute la famille embarque. Ouais. Ben, moi, je fais pas exprès. J'en parle parce que j'ai envie d'en parler. Ah, moi, je fais exprès, mais des fois, il faut être organique. Toi, t'es un petit garnement, un petit voyou. Un petit voyou, un petit garnement. Poulain, t'es un garnement. T'es un garnement. J'ai sorti loin. Mais Vanessa, chapeau, Vanessa. Puis je veux juste aussi, ce qui m'inquiète, par contre, oui, c'est vrai, c'était son dernier combat avec Eye of the Tiger officiel. Je veux dire, il pourrait en avoir d'autres. J'espère juste, je ne parle pas d'Eye of the Tiger nécessairement, mais des promoteurs au Québec, qu'on va continuer à investir en boxe féminine quand même. Parce que là, présentement, c'est difficile. On sait qu'Yvon Michel ne fait pas de gala. Kim est partie chez MVP. Tam est chez MVP. Caroline Vert est rendue chez Salita. Ben, Marie, Yvon Michel, c'est pas un gros char de ce temps-ci. Hey! Je fais comme si j'avais rien entendu. Tu sais, je vais faire le petit singe, là. Ouais, je me sens mal d'avoir fait ça. C'est pas correct. Mais tu comprends mon point. On devrait faire un bye-bye avec les meilleurs moments de fin d'année. Oui, je pourrais faire ça. J'en ai plusieurs, puis c'est tout toi qui les as fait. C'est drôle parce que je suis allé d'un gala de boxe, puis j'étais allé au gala de boxe de Francis Lafrenière contre Francis Tétu. Puis à un moment donné, ils font monter Marie-Pierre Roux dans le ring, genre pour que les gens l'applaudissent. Elle prend le micro, puis elle dit « Yann Pellerin, il n'y a pas assez de boxe féminine sur tes galas. » Merci, Marie-Pierre. Tiens-toi. Parce que là, drop comme ça, genre, c'est parce que comment la relève d'ici va vouloir passer pro s'il n'y a personne chez les femmes pour leur donner. Parce que Mary Spencer est en fin de carrière. Va quitter, là. Mary Spencer, s'il reste un combat peut-être ou deux, peut-être qu'elle va décider juste de quitter. Okay? On a-tu appris qu'Antonin Descaries n'aimait pas la boxe féminine là, sur son podcast avec son cousin? Je n'ai pas vraiment écouté. Je fais pas de commentaires. C'est moi-même mais... challenge Antonin pour qu'il signe des filles. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné aussi, c'est un statement. Ailleurs dans le monde, il y en a qui commencent à le faire. MVP le fait, Salita Promotion a commencé à le faire beaucoup. Ils apprennent plein de femmes. Ces filles-là, on l'a vu en fin de semaine, ils sont capables de faire des grands combats. Là. Les filles ont vraiment fait tous des bons combats en fin de semaine. Puis s'il n'y avait pas été là, ces filles-là, la carte aurait probablement été pas mal moins intéressante. Donc, il faut arrêter. J'espère juste qu'au Québec, il y a au moins un promoteur qui va dire ben OK, je vais signer une ou deux filles prochainement pour qu'au moins on perpétue un petit peu le cycle. C'est important que ces filles-là puissent avoir une place s'ils décident de quitter les amateurs. Puis il n'y en a pas présentement. Il n'y a aucun promoteur. Oui, Eye of the Tiger en a, mais tu sais, Léla, mettons, Léla, elle vient de perdre en championnat du monde. Est-ce qu'elle va rester longtemps? Est-ce qu'elle va aller faire un bébé? On ne sait pas. Mary Spencer va quitter. Vanessa est partie. Kim est partie. Il y a Marie-Pierre qui n'a pas de combat de prévu puis qui est toute seule dans son coin. Caroline est partie. Tam n'est pas ici. C'est pas ici. C'est plus ici que les filles brillent. À la maison, ce que vous pouvez comprendre entre les lignes, c'est que Marie-Ève Albert vient de nous annoncer que Marie-Pierre Roux n'est plus sous contrat avec le groupe Yvon Michel. Elle est indépendante depuis la fin du mois de novembre. Ben, ça a l'air à ça. C'est ça. Puis quand on est indépendant, puis il n'y a pas un promoteur en arrière de toi, puis on accepte des côtés B. On va accepter des combats de côté B ou des combats où on n'est pas favori pour des petites bourses. Donc, c'est plate, mais c'est ça l'importance d'avoir des promoteurs d'ici qui mettent des filles d'ici sur des belles cartes. Fait que bon, mon message est passé. Il y en a qui ne seront pas contents. Ils vont peut-être se sentir visés. Portez-en une promotion de boxe au lieu d'attaquer Yann Pellerin de même. Non, moi, je les aime trop, les boxeurs. Ça me fait le cœur quand ils perdent. Des fois, les deux, je les connais, puis je suis contente de la gagnante, puis j'ai une larme pour la perdante en même temps. Je suis trop émotive pour faire ça.
Bref, c'est ça que je voulais dire sur Vanessa. Chapeau, Vanessa, t'es merveilleuse. Je te souhaite d'avoir des beaux combats dans le futur encore, si c'est ce que tu as envie de faire. Puis j'espère qu'on va te revoir au Québec boxer aussi sur des cartes. Pas juste dans les Caraïbes puis aux États-Unis. C'est juste ça, mon message est passé. Rapidement, on a une date. We have a date pour Caroline contre Pearson. Hey, mais ça, là, si on a eu vraiment 2 des 4 meilleurs, on a encore 2 des 4 meilleurs ici, là, ça va être extraordinaire, ça. Ça, c'est un combat paritaire, OK? Ici, là, à mon avis, il n'y a pas de côté A et il n'y a pas de côté B. Les 2 filles peuvent gagner ça. Là, tu vas faire ta petite marche? Non, j'ai mal plugué mon iPad. Bon, fait que tu dépêche-toi avant de perdre le courant. Mais pèse pas sur des pitons bizarres là, pour disparaître encore. Je t'avertis. Tout ça pour dire que c'est paritaire, à mon avis. Les filles vont nous faire un grand combat, je crois. Ça va se passer le 22 janvier au Michigan. C'est une demi-finale, ce qui est extraordinaire pour Caroline. C'est sa première vraie demi-finale sur DAZN. Donc, tout le monde va pouvoir la regarder. Tous ceux qui ont DAZN, du moins. Et j'ai vraiment hâte. J'espère pouvoir y aller, Laurent, sur place. Vas-y. Ma banque de vacances redevient pleine à partir du 1er janvier. Donc, je peux Marie, moi, il faut que je te parle de Delphine Person. Okay? Vas-y. De 1, là, elle a 50 victoires, 3 défaites. Okay? C'est une boxeuse générationnelle. Mais moi, je veux te dire, c'est quand moi, j'avais eu un gros buzz sur la boxe féminine avec Christy Martin. Puis là, tu sais, j'avais perdu un peu ça de vue. Il se passait moins de choses. On surveillait juste Bracus. T'sais. Puis là, à un moment donné, là, c'est quand j'ai vraiment rembarqué, là, je viens d'aller voir la date exacte. J'ai vraiment rembarqué fort, là, le 1er juin 2019. Quel combat de malade elle avait fait Cathy Taylor, le premier combat. C'était la folie. Beaucoup de gens ont vu Pearson gagner ce combat-là. Sais-tu qu'est-ce que je faisais, moi? Quand il y avait des détracteurs de la boxe féminine, j'allais sur YouTube puis je leur partageais le combat. Puis là, dis-moi que tu bosses pas sur ce combat-là. Moi, ça a été comme le début du décollage de la boxe féminine. Tu sais, la boxe féminine est de même. Ben, moi, je dirais que mon point de départ là, de mon décollage, c'est ce combat-là qui était juste incroyable puis qui pouvait... Tu sais, tu arrives à ce combat-là puis il n'y a personne qui va te dire qu'il peut trouver un combat masculin avec autant d'action en 2019. Honnêtement, c'était un très bon combat. Delphine, c'est une boxeuse générationnelle. C'est peut-être son dernier combat, peut-être pas. On ne sait pas, mais elle approche de la fin, elle aussi. C'est sa chance. Elle était vraiment mandatoire. Mais tu sais qu'elle a juste une défaite dans les 7 dernières années, puis c'est contre... Elle a 2 défaites comme en 9 ans, puis c'est contre Cathy Taylor. Le premier combat était serré, le deuxième était moins serré, mais c'est pas quelqu'un qui perd des combats, là. Je dis, mais... Tu sais... Je sais même pas. Moi, je suis très confiante. Moi, je suis confiante que Caroline. Il me semble que je l'ai vu battre Beaumé-Richine, mais elle est encore très bonne. Non, mais Caroline Vert est super bonne aussi. Je suis confiante. Il se pogne vraiment. Là. C'est vraiment c'est l'élite contre l'élite. Ça va être incroyable. Ça fait longtemps que je n'ai pas été confiante comme ça. Je pense que je sens vraiment que Caroline, c'est son année 2026. Donc, je veux vraiment y aller. Je vais faire mon possible. 22. Non, mais ce que je veux dire, moi, c'est qu'elle ne va pas une version fade de Non. Moi, je pense qu'elle va gagner, mais moi, je pense il n'y en a pas de version fade de Delphine. Même si Delphine vieillit, il n'y a pas de version fade. Ça n'existe pas. Elle affronte une très grosse version de Person. Une fille qui est grande, qui a du volume, qui frappe fort, qui est habituée d'être plus lourde, qui a fait des combats plus lourds que 130 livres, à 135, entre autres, contre Cathy Taylor. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. J'ai hâte. Puis, donc, la prochaine fois qu'on enregistre le podcast, ce combat-là devrait être passé. Je vais m'arranger pour qu'il soit passé. Donc, ça veut dire qu'on fait ça après le 22 janvier. Oui, après le 22 janvier, parce qu'il faut absolument avoir un résultat puis avoir de quoi célébrer. Moi, je pense que Caro va ramener cette ceinture WBC vacante. Puis après ça, sky is the limit. Parce que peut-être, comme tu dis, que Baumgartner va laisser des titres vacants. Et ça pourrait amener d'autres opportunités à Caroline Vert. Si elle va chercher ce titre-là, les portes vont s'ouvrir. Son promoteur croit beaucoup en elle. Je suis très contente pour elle parce qu'elle a vécu des hauts et des bas dans sa carrière pro. Et elle l'a pas toujours eu facile. Maintenant, c'est le temps de récolter l'octo.
22, le focus est sur le 22. Le focus est sur le 22 janvier. Célébrons. Célébrons. Ensuite, Laurent, on va faire ça vite, mais je veux te parler d'Élif Nour-Tourane qui t'a envoyé au ciel Béatrice Ferreira. Le knocké solide. Marie, là, j'avais quelque chose à te dire. Là. Ça, c'est la même catégorie de poids que Bob Garner et Léla. Ben, c'était la même catégorie de poids, mais elle a décidé de monter pour affronter Béatrice à 135 livres. Béatrice était championne IBF à 135. Élif était championne WBA intérimaire à 130. Donc, les deux sont signés chez Matchroom. Décide, Eddie Hearn dit on vous met l'une contre l'autre pour la défense optionnelle de Béatrice Ferreira, qui est une de mes chouchous. Tout le monde sait que extrêmement bonne, double médaille olympique, multiple championne du monde amateur, championne IBF. Béatrice, c'est une fougueuse, c'est une bonne athlète. Elle frappe fort aussi, elle est rapide. Sa défensive, des fois, est un petit peu poreuse. Puis là, elle a payé pour. Là, j'appelle plus ça poreuse parce que, là, c'est pas de sa faute. Elle a payé pour. J'avais rarement vu une combinaison aussi violente pour finir un combat. Hey, quand elle a décidé qu'elle te la dévissait dans le coin, c'était terminé. Là, les gens à la maison prenaient un crayon de papier. Vous irez voir ça après. Élif Nour-Tourane, elle a 3 knockouts en 4 combats. Okay? Si on prend les 12 mois calendrier, non pas du 1er janvier, mettons depuis novembre 2024, elle a 3 knockouts sur 4 combats. C'est des knockouts qui sont foudroyants. Elle a une forme. Elle me fait penser. Nomme-moi donc son premier knockout. Je me rappelle plus c'était qui le premier, mais c'était Shauna Brown. Non, mais la fille, en décembre 24, elle a knocké, là, accrochez-vous à la maison, Sanakom Tawil Su Anan Wang. Oui, c'est ça. Pour ça, je ne m'en rappelais plus. Mais après ça, tu sais, elle a fait d'autres knockouts. Elle est allée chercher Shauna Brown. C'était foudroyant. Ça aussi, ça avait fait le tour. Elle est allée chercher Rima Ayadi, qui était classée numéro 1 en France chez Rima. Puis là, elle vient d'aller chercher la championne. C'est elle, la championne IBF des 135. Donc, les petites amies là, qui veulent devenir undisputed, les Caroline Dubois de ce monde, les Holly Holmes, les Stephanie Ann, ben, il va falloir qu'ils passent par cette fille-là. Ah, c'était violent. Fait que, tu sais, puis elle me fait penser, sais-tu, elle me fait un peu penser à Deontay Wilder, mais elle n'a pas juste une main droite, elle a aussi un crochet de gauche. Mais c'est un peu le même principe. C'est pas quelqu'un qui va lancer du volume, elle va te traquer, c'est le jeu du chat et de la souris tout le long. Elle est tout croche un peu, elle lance large, OK? Mais elle n'est pas quelqu'un qui va me dire « Ah, c'est Jessica McCaskill ». La réponse, c'est non. Jessica McCaskill, c'était du gros volume large. Elle, Élif, elle te lance sa grosse main, puis c'est de la puissance brute. Cette fille-là, cherchez son nom. Il y a une vidéo où elle va défoncer carrément. Vous savez, les punching bags mécaniques qu'il y a dans des expos agricoles? Ça va jusqu'à 999, là. Ben, elle te le défonce, le punching bag. Elle atteint le maximum. Elle fait le record du punching bag. Elle est puissante, mais naturelle. Puis, on ne voit pas beaucoup ça chez les femmes. Des vraies puissantes. Ils font des knockouts en bas de 2 minutes, là, en plus. Là. Souvent, dans la première minute. C'est fou. Donc, est-ce que j'adore Élif Nour-Tourane, son style? Je ne le sais pas encore parce qu'on n'a pas nécessairement... Moi, je vois quelqu'un qui est peut-être techniquement des lacunes, mais mon Dieu que sa force brute est impressionnante chez les femmes. L'année 2026 va être malade pour cette fille-là. Mais est-ce que... Marie? Je t'entends. Question difficile, là. Oui. Est-ce qu'il faut la nommer boxeuse de l'année? Parce que là, je vais te surprendre, mais dans les 3 combats qu'elle a fait en 2025, elle était négligée à chaque combat, puis elle a knocké l'autre fille. C'était le côté B. Elle t'a amené comme côté B. Les 3 combats, nomme-les. Ah oui, Shauna Brown. Elle t'a amené comme côté B. Elle a knocké les 3. Puis solide, c'est des gros knockouts, là. Des gros knockouts. Donc, je vous dis, si vous voulez voir des femmes qui knockent... C'est ma boxeuse de l'année. Moi, OK. On peut en parler de ça rapidement. Là. On peut peut-être faire notre tour de piste, puis après ça, je vais passer des nouvelles en rafale parce que le temps avance. Okay. Tu me dis que c'est elle, ta boxeuse de l'année? Moi, c'est ma surprise de l'année.
Moi, c'est ma surprise de l'année, Elif Nour-Tauran. Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elle arrive, puis elle est arrivée, puis elle a fini l'année championne. Puis elle est allée chercher un titre intérim aussi. Elle est allée chercher 2 titres. T'as raison, ça pourrait être une boxeuse de l'année. Mais elle était négligée les 3 fois. Oui, mais j'ai encore tendance à mettre Mikaela Mayer comme boxeuse de l'année parce qu'elle a gagné son 2e affrontement contre Sandy Ryan, puis elle a gagné contre Mary Spencer. Donc, elle est allée chercher elle a des titres dans 2 catégories différentes. Elle l'a fait de belle manière. Moi, j'ai tendance à mettre Mikaela Mayer comme boxeuse de l'année, mais je ne vais pas te contredire si toi, c'est Elif Nour-Tauran. C'est vraiment viable. C'est vraiment légitime. Là, qui vont dire pourquoi tu ne mets pas Katie Taylor parce qu'elle a fait la trilogie puis tout ça. Oui, mais à un moment donné, je pense que Mikaela Mayer, moi, en tout cas, je la place numéro 1 cette année. Elle n'est pas Fundora comme boxeuse de l'année? Gabriela Fundora, sais-tu qu'est-ce qui me fait hésiter avec Gabriela Fundora? Laurent, sais-tu qu'est-ce qui me fait hésiter avec Gabriela Fundora? C'est que je trouve pas qu'elle a eu l'adversité qu'elle aurait dû avoir. Elle affronte tout le temps ses mandatoires, mais les gros combats qu'on aimerait voir, comme par exemple contre Kenya Henriquez, ce genre de combat-là, ça n'arrive pas. Donc, moi, ça me met un petit peu... je suis sur le frein pour mettre... Elle a le talent, puis elle a tout ce qu'il faut pour être boxeuse de l'année, mais je trouve que l'adversité n'était pas là. Elle a souvent pris des petites filles qui étaient des combats ordonnés. Marie, j'ai dû trouver une nouvelle catégorie. Moi. Oui. C'est qui, toi, ton, mettons, recrue de l'année? Mettons, la recrue de l'année, c'est Ivan Demidov, il y a 19 ans, avec le Canadien. OK? Mais moi, je vais partir avec ça, puis je vais te dire, c'est qui ma recrue de l'année? Est-ce que tu es prête? Je t'écoute. Tia May Ayton. C'est aussi la mienne. 4 victoires par KO. Elle a seulement 19 ans, surnommée de Star Girl. C'est aussi la mienne. Pas comme une opposition respectable pour 4 combats. Là. Non, mais elle est bonne. Honnêtement, elle a quelque chose que j'aime bien. J'ai hâte de voir comment elle va se développer. Elle est signée chez Matchroom, elle aussi. C'est une collègue d'Elif Nour-Tauran, ils sont dans la même écurie. Je l'aime aussi. Elle s'est battue dernièrement, justement. Puis, elle fait des knockouts aussi. Elle est capable de faire des knockouts. Elle a de la puissance. 4 en 4. Mais elle est jeune, surtout. Est-ce que tu as vu son âge? C'est une gamine. Mais 19 ans, c'est pour ça ma comparaison avec Ivan Demidov. Donc, le potentiel est là de croissance. Ce que j'espère, c'est qu'on ne va pas la gâcher. Parce que des fois, les jeunes, on veut tout de suite les amener au top, puis ils sont pas tout le temps prêts à faire face à des filles d'expérience. Il faut se rappeler qu'ils ont moins d'expérience en termes de round, puis en termes tout court de boxe, qu'il y a des filles comme Katie Taylor, qu'il y a des filles comme Amanda Serrano, qu'il y a des filles comme Mikaela Mayer, peu importe la catégorie. Là. J'espère qu'on va prendre le temps de bien la développer pour qu'on ait vraiment une boxeuse mûre qui va arriver vraiment à son top bien développé, qui n'aura pas à subir des défaites parce qu'on l'a mis devant n'importe qui trop tôt. C'est ça qui est super important. Elle a un promoteur qui peut prendre son temps. Il peut amener des bons combats, il y a l'engradation, sans rusher nécessairement pour qu'elle aille tout de suite au top. Puis après ça, des fois, elle reste au top, c'est dur. C'est là que c'est ça qui est le problème. T'sais? Marie, moi j'aime ça. Je suis en train de complètement déranger ton podcast parce que j'ai beaucoup de questions pour toi. Là, j'avais une autre question pour toi. Il y a un combat que j'ai surveillé en fin de semaine. C'était à l'autre poste, OK? Le lendemain. Mais là, je veux savoir, est-ce que cette fille-là, on l'envoie sur Tamtibo ou ça va finir en trilogie? Tu parles d'Olivia Curry et Kay Scott. Là, un autre là, on a eu un majority draw, nul majoritaire. Là, on a eu la victoire majoritaire de Kay Scott. Faut-tu continuer, Jean? Il y a plusieurs options ici, OK? Là, on a vu Kay Scott gagner contre Olivia Curry puis caller Desley Robinson qui est signé chez MVP pour Undisputed. En plus, c'est deux filles de la même patrie. Là. Et en plus, c'est un rematch. Kay Scott a déjà perdu contre Desley dans le passé. Donc, c'est une question de dire, je fais le rematch, mais pour Undisputed cette fois-là. Moi, dans ma tête, c'est le combat à faire. Par contre, le gérant de Kay Scott, Mark Taffet, puis lui, il a collé Tam. Ce qui m'a fait... Mais oui!
il a dit, il a un peu dit qu'il aimerait ça affronter Tam en premier. C'est un peu bizarre. Non, mais maintenant, Tam, on peut imaginer que l'argent est meilleur à cause de Jake Paul. Oui, mais Tam est la mandatoire de Kay Scott à la WBA, il faut se rappeler. Donc maintenant, chose est sûre, Salita Promotion va faire des appels chez MVP. Parce qu'autant Tam que Desley Robinson sont chez MVP. Moi, ce que je vois qui serait logique, ça serait de faire le combat pour Undisputed puis donner la gagnante à Tam. Mais s'il faut que la WBA ordonne Tam contre Kay Scott, ça pourrait être ça aussi. On passe par ce combat-là en premier, tu passes ta mandatoire, puis après ça, tu vas te battre pour Undisputed. Mais clairement, Kay Scott, elle veut Desley Robinson. C'est ce qu'elle a dit. Desley Robinson, clairement, veut aussi Kay Scott parce qu'elle l'a déjà battu, puis elle aimerait ça être Undisputed. C'est un combat italien. Moi, je ferais une trilogie pour commencer. Non, mais imagine-tu, regarde, mettons que tu es MVP. Tu organises un gala en Australie. Tu mets Kay Scott contre Desley Robinson pour Undisputed. Tu mets Ebony Bridges contre Sugar Nix. Tu as déjà comme une couple d'affaires que tu peux faire intéressantes. Tu sais? Moi, j'aimerais ça. En tout cas, moi, si j'étais MVP, je cognerais à la porte d'un promoteur australien pour lui dire « Coucou, je peux-tu travailler avec toi pour organiser quelque chose? » Il y a peut-être Michaela Meyer qui va continuer à monter. On peut même faire un combat entre Sky Nicholson, je voulais te parler de Sky, justement, de Sky Nicholson contre Ellie Scotney, parce qu'Ellie Scotney va s'en aller pour Undisputed sous peu, en début d'année. Après ça, Sky Nicholson est allé gagner, je vais te le mettre ici, est allé gagner un championnat intérimaire à 122 livres. C'est rendu la mandatoire d'Ellie Scotney à la WBC. Donc, ça pourrait être un autre combat. Elle est australienne aussi, Sky. Donc, ça pourrait être un autre combat à faire quelque part en Australie. Moi, je trouve qu'il y a plusieurs possibilités. Sky, là, elle a battu Julianne Luna Avila, qui est une ancienne championne WBC à 118 livres, qui a perdu son titre il y a peut-être 2 ans, puis maintenant qui est montée à 122. Il se battait pour le titre intérim des 122. Comme je te dis, Sky a gagné ce combat-là quand même assez clairement, à mon avis. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Sky, depuis avril, quand elle a perdu son titre à 126 livres WBC en avril, et on est en décembre, elle est déjà devenue championne intérim à 122. Pour vous dire comment ça va vite en boxe féminine des fois, c'est aussi rapide que ça. Le défaut de Sky, c'est encore ses single punch, ça ne change pas. Elle se plante au centre du ring, elle tourne autour de l'adversaire, puis elle lance des single punch. Par contre, elle est excellente pour timer l'adversaire, puis ça touche tout le temps. Donc, elle finit par gagner ses combats comme ça, elle a une longue portée, puis elle se déplace bien. Mais c'est quelqu'un qu'on pourrait revoir sous peu. Je sais qu'elle va commencer à coller Ellie Scotney sans cesse. Là. Parce que là, le championnat de la ceinture intérim, elle va vouloir son championnat Undisputed contre Scotney. C'est sûr, les deux filles se connaissent très bien. Ils étaient chez Matchroom toutes les deux avant. Maintenant, Scotney n'est plus chez Matchroom, mais chez MVP. Mais tout le monde veut ces combats-là présentement. Là. Mais tu sais, ça va vite en boxe féminine. Est-ce que tu savais que Sky Nicholson, son grand frère, était un boxeur professionnel qui est allé aux Jeux olympiques et qui s'est tué en char avant l'arrivée de Sky Nicholson? Ils ont comme 23 ans de différence. Oui, il y a eu des drames dans cette famille-là. J'ai déjà eu la chance de rencontrer ses parents en sous-carte. Il assistait à la pesée à New York. Quand Sky son frère était vraiment bon, mais en plus, c'est quand même assez incroyable parce que là, j'avais tout étudié ça, ce dossier-là. C'est qu'elle avait 2 grands frères qui se sont tués ensemble en voiture avant sa naissance. Puis là, ses parents, ils l'ont mis au monde après. Genre, en tout cas, une affaire épouvantable, une grossesse. Sky elle-même est allée aux Olympiques. Elle est allée en 2021, les Olympiques de 2020 reportés, les mêmes Olympiques que Caro Vert. Elle n'a pas gagné de médaille. Puis elle est passée pro après, directement chez Matchroom pour devenir championne à 126. Donc, c'est une fille qui est quand même... j'ai hâte de voir si elle va perdurer dans le temps. Elle aussi, je pense qu'elle a des projets de vie. Mais c'est sûr qu'elle veut devenir championne dans 2 catégories différentes au moins, puis peut-être essayer de prendre sa revanche à 126 après. 2 petites nouvelles rapides, Laurent. On a un changement d'adversaire pour Amanda Serrano le 3 janvier. Erika Cruz a testé positif encore
à la même substance, le clébutérol, la même substance que Canelo, le steak contaminé. Hey, mais savais-tu là, que le clenbutérol, là, quand j'étais un jeune de 20-22 ans, on entendait souvent parler de ça dans les gyms. C'est comme un stéroïde pour les chevaux. Pour perdre du poids. Ouais. Puis, tu sais, quand il y a du monde qui voulait t'en vendre, il disait tout le temps avec ça, tu vas avoir la peau direct collée sur le muscle, tu n'auras pas un once de gras. Puis c'est comme une pompe à asthme. En tout cas, toute une affaire. Le clenbutérol, je pensais même plus que ça existait 20 ans plus tard. C'est beaucoup administré à des animaux, si je ne me trompe pas. C'est une drogue qui, comme tu dis, sert à faire les coupures de poids, mais améliore aussi les performances. Elle a un lien avec l'oxygène, l'oxygène dans le sang, etc., etc. Donc, c'est sûr que là, ce qui est arrivé ici, c'est qu'on vient d'avoir le test. Donc, Serrano se bat le 3 janvier. Il y avait l'option de dire on va attendre l'échantillon B ou peu importe les autres tests supplémentaires, mais si ces tests-là arrivent après le combat, on peut faire le combat pareil puis attendre l'échantillon B, ou encore on annule le combat tout court, ou encore on change l'adversaire par précaution. Puis ils ont décidé par précaution de changer l'adversaire. Serena Tellez, une jeune américaine, une très jeune, là, je pense qu'elle a 22 ans, qui n'a pas beaucoup d'expérience contre des bonnes boxeuses, qui s'en va direct en championnat du monde pour 2 ceintures. Elle est chanceuse, mais accepter à 3 semaines d'avis un combat, c'est pas simple. C'est pas tout le monde qui l'aurait fait dans le temps des fêtes, quand tu t'en vas manger, tu t'en allais manger du ragoût de boulettes, puis je sais pas trop quoi d'autre, puis là, tout d'un coup, il faut que tu fasses une coupure de poids. Il n'y a pas tant de monde qui a levé la main pour affronter Serrano le 3 janvier. Donc, c'est ça. C'est bien de valeur parce que je trouve que, bon, Erika Cruz ici, si tu n'es plus capable de faire le poids, peut-être changer de catégorie ou prendre ta retraite. Là. 2 tests en 2 ans, c'est un petit peu exagéré. Elle s'est surtout tant défendue sur le premier test que sur le premier adverse finding, que c'était erroné, puis que c'était complètement faux. Puis là, ben, on en a un deuxième pour la même substance. En tout cas, je suis très déçue de ça, mais on est rendu à l'ère où le dopage, les athlètes s'en sacrent un peu parce qu'en boxe, on ne pénalise pas vraiment. Les athlètes, même s'ils se font prendre une fois, ben, ça ne les dérange pas de réessayer en microdosing, puis continuer. C'est ça. Vite aussi, Clarissa Shields va affronter Franchon Crews-Dezurn probablement en février, c'est ça que j'en ai compris. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, je pense que Clarissa, on dirait qu'elle a l'air de quelqu'un qui a fait le tour, mais il faut qu'elle continue à boxer. Il n'y a pas énormément de choix. On espérait voir Shadesha Green juste pour avoir un visage différent, mais en même temps, c'est Crews-Dezurn qui a gagné le combat entre les deux. Fait, je sais pas. Moi, je trouve, au début, je trouvais que c'était logique parce que Franchon a 2 titres à 168 livres. Puis c'est Shadesha Green qui a les 2 autres. Fait que je me disais, Shields, elle va descendre à 168, affronter Franchon pour pouvoir aller se battre pour Undisputed contre Shadesha Green avec 2 titres chaque bord. T'sais. Je me disais, ça serait logique. Puis en plus, elle n'a jamais été Undisputed à 168 livres. C'était une catégorie nouvelle pour son legacy, comme on dit, son héritage boxe. Ben non! Déception totale! Ça va être un combat à heavyweight! Je suis tellement fâchée de ça, là, t'as aucune idée. Dans ma tête, c'est pas utile. Elle devrait se concentrer sur sa carrière de rapper à la place. Elle n'a plus rien à faire c'est comme si elle a pris le chemin facile ici. Elle s'est dit, moi, là, je ne ferai pas de coupure de poids pour rien. Je vais défendre mes titres. Mais tu sais, à un moment donné, c'est à 168 qu'il y a des meilleures filles. Elle aime bien sa nouvelle force de frappe à 175 livres. Elle knock du monde. Oui, sauf qu'on va avoir des adversaires beaucoup plus faibles. Tu sais, chez Kenny Ali, tu vois, Lenny Daniels, qu'elle a affronté dernièrement, là, elle s'est fait battre, Lenny Daniels, il y a peut-être 2 semaines en Allemagne. Elle avait un autre titre, elle, à 175 livres pur, parce qu'elle s'était battue heavyweight, puis elle vient de le perdre contre une Allemande qui sort de nulle part. Même chose pour Vanessa, qu'on aime beaucoup, mais
elle n'était pas à la hauteur de Clarissa Shields. Non, mais tu sais, Clarissa Shields, c'est trop facile pour elle, le 175 livres. Les défis, tu sais, à 168, comme je dis, il y a Shadecia Green, il y a Raquel Miller qui vient de revenir des limbes. Il y a encore quand même Marshall qui est là. Il y a des filles qui pourraient monter comme Moi, Tam je pense Thibault que dans si le j'avais le futur. choix, je prends une revanche contre Marshall. Mais tu sais, comme je fais ça comme il faut, là, j'annonce le combat 4 mois à l'avance pour que le camp d'entraînement soit parfait. Je donne toutes les chances à Marshall. Ça pourrait être le plus intéressant. On joue sur le fait que c'est 1-1. Mais sinon, Cruiser est vraiment une bonne boxeuse. Là. C'est juste que Shields, comme une extraterrestre, tellement qu'elle est bonne. Mais moi, Cruz Dezern, j'ai trouvé qu'elle avait perdu son dernier combat contre Citlali Ortiz. Honnêtement, elle était chanceuse. Je trouve que les juges ont été fins avec. Puis je trouvais qu'elle avait très mal paru dans ce combat-là, Laurent. Elle avait vraiment mal paru. Elle est chanceuse. Je suis pas mal sûre que c'est son dernier combat, Franchon. Je suis pas mal sûre que c'est la fin après ça. Là, tu es en train de me dire qu'elle va là pour la paye, puis ça va être plate. Non, mais je pense qu'elle n'a pas grand-chose d'autre à offrir après, à moins qu'on lui fasse un money fight intéressant. Là. Je pense qu'après Shields, c'est comme la boucle, les débuts pro, puis Shields. Tu sais, le début puis la fin. Tu sais, c'est comme ça que je le vois. Je trouve qu'elle est rendue vraiment plus lente puis moins intéressante à regarder. C'est rien de personnel, c'est juste que je vois vraiment que tu sais, la petite Ortiz, la dernière fois, là, qui s'était présentée là, qui avait monté de je ne sais pas combien de livres pour l'affronter, parce que c'est une 160 naturelle, elle, en amateur. Je trouvais que Ortiz la dominait sur pratiquement tous les aspects. Tu sais, ça m'avait choqué un peu de voir ça, de voir ça de cette manière-là. Ortiz qui n'avait pas fait de combat pro depuis 4 ans. Tu sais, il avait fait un cycle olympique. Fait que j'espère qu'on va avoir un bon combat. Je sais qu'il va y avoir du beef. C'est des amis. C'était des amis. Est-ce qu'ils vont rester des amis? Je ne sais pas. Mais c'était des amis. Ils leur deviendront après le combat. C'est ça. Je pense qu'on a fait le tour. Joyeux Noël à tous. Oui, joyeux Noël, puis on va se souhaiter de la belle grosse boxe. Première carte à ne pas manquer le 3 janvier. Si vous êtes à jour dans mon podcast, ça va vous en rappeler. 3 janvier, Serrano contre Tellez. Puis on a aussi Holly Holm sur cette carte qui affronte Stéphanie Anne. Et entre autres, il y a d'autres combats. Donc déjà en partant, on commence avec un Holly Holm qui défie la championne. Puis après ça, au mois de janvier, on va avoir Caroline, le 22. Caroline Vert à ne pas manquer sur 2 zones. Contre Delphine Pearson. L'année commence en grand. On va dire ça comme ça. Je te souhaite, Monsieur Migraine, je te souhaite un joyeux Noël, une belle année de boxe 2026. 14 jours de migraine de suite, on lâche pas. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Pas si pire, man. Tu prendras ta petite pelule, puis tu vas t'en sortir. On va essayer. C'est bon. Ben à plus. À l'année prochaine.